Alors bonjour à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue au Wall Street Insider, Vincent Gann pour vous retrouver. Sous vos yeux, l'avertissement sur les risques liés au trading. Trader sur marge comporte un risque élevé, ne peut être recommandé à tout investisseur, car cela peut générer des pertes qui dépassent votre capital de trading. Alors le marché est toujours en mode risk on, attrait pour le risque. On grappille quelques points avant la Banque Centrale Européenne. Ça fait 2 mois qu'on monte à Wall Street, ça fait 2 semaines qu'on monte au sein de la zone euro. À Wall Street, on approche des sommets historiques et au sein de la zone euro, on teste des résistances, mais qui pour l'instant ne provoquent pas de rejet, notamment les 4580 points du DAX, autant pour moi, ce serait une catastrophe à ce prix-là, non, du CAC 40, le plus haut, le cours d'ouverture du 4 janvier, donc le plus haut de l'année, le sommet du jeudi 10 mars, donc la Banque Centrale Européenne, des niveaux qu'on retrouve sur les autres indices européens. Sur les matières premières, le pétrole reste accroché à ses sommets atteints récemment, les 42 $. Et puis on attend les stocks hebdomadaires de brut US à 16h30, ainsi que les stocks d'essence. Sur l'agenda macroéconomique aux États-Unis, ce sont les chiffres dans l'immobilier résidentiel ancien, donc existant, à 16h. Demain, bien sûr, la Banque Centrale Européenne, qui est attendue cette fois-ci pour ne rien faire. Donc voilà, le consensus est le statu quo. Donc pas grand-chose finalement, peut-être une réunion qui ne sera pas, qui sera très loin de la volatilité de celle du jeudi 10 mars, où on avait eu de grosses annonces monétaires, notamment l'extension du programme de quantitative easing. Demain, on peut envisager que la volatilité soit moins importante. Et enfin, donc, sur les paires en dollars, bien, je vais revenir dessus sur des stratégies proposées ce matin, avec de toute façon très peu de modifications dans la formation des prix depuis ce matin, donc pas réellement de nouveautés. Et un DAX résilient en intraday qui épure, qui dégonfle une divergence en faisant un range ascendant. Donc, c'est pour tout vous dire, le marché est quand même punchy, comme dirait Monsieur Sylvain par exemple. Alors, bienvenue. Je pense que vous avez comment dire. Alors, première question de visiteur. Qu'a donné la conférence de presse de Draghi à 12h? Alors, vous venez d'arriver, donc concrètement, il n'y a pas de conférence de presse de Mario Draghi, hein, c'était juste une compétition organisée parrainée par la Banque Centrale Européenne, compétition sur les jeunes étudiants de l'euro, voilà, et le prix était remis à Francfort par Mario Draghi, c'est tout. Dans la conférence de presse, c'est demain. Allez, on va parler des indices, ensuite des taux de change, puis des matières premières. Moi j'évoque une vingtaine d'actifs, et ensuite pour les paires croisées, ou des actifs dont je n'aurais pas parlé, je vous invite à donc poser une question dans le chat. Le SP500 poursuit donc sa hausse progressive en direction des sommets historiques. Il y a une zone de résistance des sommets historiques. Il y a le sommet historique pur, c'est 2137. Et il y a le sommet de novembre 2015 à 2116. On peut envisager que ce bandeau de prix, donc 2116-2137, soit l'aboutissement de la hausse du S&P 500 depuis les 1800 points, avec un SP500 qui a donc fortement rebondi en février dernier sur 1800 points, avec un double bottom qui a interrompu le choc baissier de fin décembre, début janvier, dont le point de départ d'ailleurs avait été à peu de choses près le premier relèvement des taux d'intérêt de la Réserve fédérale. Puis depuis ça remonte parce que la Réserve fédérale, a priori, ne va pas relever ses taux avant la fin d'année. En tout cas, la probabilité qu'elle le fasse la semaine prochaine, c'est pas loin de 0%. Parce que je vous rappelle que c'est le 27 avril, mercredi 27 avril, que la Fed est attendue. Dans les banques centrales, la BCE c'est demain, la Fed c'est le 27. Ça fait pas vraiment débat. A priori, on n'attend pas grand-chose. Non, c'est plutôt le jeudi 28 avril et la Banque centrale du Japon qui devrait réagir à 15% de baisse du taux USD yen. Et là, donc probablement, c'est pour cette raison que nous avons interrompu les stratégies sur le yen et surtout l'USD yen, et pas seulement. Parce qu'il existe un risque de volatilité propre à cet inconnu de ce que pourrait engager la semaine prochaine la BOJ. Alors, le SP500, donc pas grand chose à dire. Le marché est toujours en réaction en D1, données journalières daily, à cette divergence haussière cachée, lorsque le marché formait un support sur 2040, soutenu par sa moyenne mobile à 20 jours, des trimestriels aux États-Unis qui pour l'instant dévoilent plutôt des bonnes surprises, notamment le secteur financier qui est fermement acheté depuis la semaine dernière, alors que les 4 grosses banques américaines ont publié des résultats souvent en décroissance, mais moins pire que prévu. Et à Wall Street, et souvent, ça suffit pour payer le moins pire que prévu.
le Dow Jones, le Dow qui se stabilise au-dessus des 18 000 points. Alors les 18 000 points, c'était l'objectif théorique du double bottom du Dow sur les 15 450 points. Depuis, ça progresse. On s'installe au-dessus des 18 000 points et le marché semble attiré désormais par les 18 150 ici sur l'US 30. Toujours du côté des marchés anglo-saxons, Lucas 100, la bourse de Londres, a atteint un objectif à 6 400 points. N'attendez pas grand-chose de Lucas 100 aujourd'hui. Le marché de toute façon va attendre maintenant la Banque Centrale Européenne et va attendre Mario Draghi pour s'attaquer aux résistances ou rejeter. C'est-à-dire que le CAC 40 et ses 4580, le DAX et ses 10 400, vous savez que pour le DAX, 10 400 c'est un bel objectif technique, je vais revenir dessus. Ou encore le FTSE avec ses 6400 sont des grosses résistances. Pour les dépasser, il faut un catalyseur et trop souvent, très souvent, c'est les BCE ou une banque centrale. Alors, à quoi correspondent les 10 400 du DAX? Je remonte donc ici en données hebdomadaires la superbe stabilisation du marché allemand sur les 8700 points, qui était déjà le plus bas de l'année 2014. Divergence haussière standard weekly, bon ça c'était en février. Depuis on se reprend dans le cadre d'un mouvement en 3 temps. Première jambe de hausse entre le 6 février et le 11. 3 semaines de consolidation et sa relance depuis la semaine dernière avec un magnifique avalement haussier hebdomadaire. Nous sommes en réplique de la première jambe de hausse et je projette donc ici la hauteur de la première jambe au point bas de la conso pour trouver des extensions donc de Fibo. Alors ça m'en donne un certain nombre, notamment les 10 300, alors je me suis trompé de point, notamment, non c'est bien ça, notamment les 10 319 qui ont été atteints. Je visais dans un premier temps ce cours de clôture weekly à 10 285, ça a été fait. Le marché tape maintenant un chiffre rond à 10 400. Bon, ce sont des zones de résistance. Pour pousser, il va falloir un catalyseur. Et forcément, le catalyseur de la semaine, c'est la Banque Centrale Européenne. Alors, le CAC 40, en données hebdomadaires, c'est la même lecture. Hein. Dans le cadre d'un mouvement en 3 temps, on se reprend. On tape sur le CAC 40 les 4580. On va revenir en intraday, déjà en daily. Donc là, vous êtes sur le CAC en daily. 4580, vous pouvez aller voir sur le spot. Prenez le CAC 40 spot, donc l'indice au comptant, celui qui cote de 9h à 17h35. Prenez le cours d'ouverture du 4 janvier, c'est 4586 et quelques. Prenez maintenant le plus haut du jeudi 10 mars, la BCE, 4582. Donc forcément, c'est une zone de prix importante puisque c'est le cours d'ouverture de l'année. C'est le plus haut de la BCE qui avait été fermement vendu le 10 mars, donc il y a des intérêts en termes de capitaux. Et forcément, on plafonne en dessous, mais on ne rejette pas. Regardez, depuis hier, on tape, mais on ne rejette pas. Nous sommes en position d'attente, soit par exemple d'un mouvement à Wall Street, une accélération vers les sommets historiques, soit le pétrole. On va voir cet après-midi avec les stocks hebdomadaires, hein, si les stocks hebdomadaires amènent le prix à tenter de dépasser les 42 $, ça pourrait soutenir les titres appartenant au secteur pétrolier et parapétrolier et permettre peut-être aux indices boursiers bien pondérés de tenter de franchir les résistances. Mais je pense qu'en réalité, le marché attend surtout la Banque Centrale Européenne demain et le discours de Mario Draghi. Donc, pour l'instant, eh bien, pas de signal de trading ici, hormis ceux qui sont en place sur les dernières séances. Je reviens moi sur le DAX en H1 et je suis surpris de la force du DAX, enfin surpris oui et non. Je vous ai proposé ce matin d'utiliser la moyenne mobile à 20 heures pour une stratégie positive en gérant votre risque sous 10 285, ça se passe plutôt bien. Ce qui est assez dingue sur le DAX, ce qui montre un peu actuellement l'euphorie sur les marchés actions, c'est que vous aviez ce matin une divergence baissière H1 sur le DAX, 2 sommets descendants en zone de surachat avec un range. Le marché est tellement fort qu'il fait un range ascendant. Et on peut même croire maintenant qu'au final, c'est un drapeau de momentum que nous prépare en H1 le GR30. Alors si c'est un drapeau de momentum, c'est clairement un facteur haussier ici sur le DAX en intraday, au-dessus donc du support ici à 10 285 points, et donc de la moyenne mobile à 20 heures. Bon, là on est sous résistance, on ne paye pas une résistance, mais clairement si vous êtes dans le train,
et que vous souhaitez y rester au moins jusqu'à la BCE, parce que bon, on peut quand même s'attendre, même si demain le marché n'envisage pas grand-chose, c'est globalement le statu quo général, et on voit déjà venir le discours préconçu de la Banque Centrale Européenne. Mais bon, au-dessus de la MM20 heures, vous pouvez l'utiliser. Et si on bascule en dessous, clôturer les achats. Donc ça peut être aussi une façon d'être au plus près de la tendance intraday. J'aime bien, moi, la façon dont la moyenne mobile à 20 heures, donc sur le GR30 en H1, MM20, donc moyenne mobile simple, guide les cours. Et si on bascule en dessous, cesser donc les achats et se mettre clairement en position d'attente demain pour la Banque Centrale Européenne. Le Bund forme un range, les taux sont bas, le contrat est cher. Demain, probablement le statu quo. J'éviterai de m'exposer au premier support du Bund, même si un support semble se former à 163 points. Voilà donc pour les indices boursiers, pas beaucoup de choses finalement. On va regarder les matières premières, ensuite les taux de change et ensuite vos questions. Le copper, je confirme la stratégie swing trading que je vous ai proposée ce matin, à savoir une stratégie d'achat pour gérer votre risque le plus bas d'hier, objectif de 30. Donc ça, je n'ai pas changé d'avis. US Oil, exactement au même prix que ce matin. Le marché teste pour la troisième fois depuis le 22 mars les 42 $. La volatilité est en train de s'écraser parce que dans une heure, c'est les stocks hebdomadaires de pétrole aux États-Unis. Soit on rejette et on retombe sur MM200 à 40, soit on dépasse 42. Donc je vois vraiment ces deux cas de figure. Là on est dans un micro-range sur l'US Oil entre 40 $ et 42 $. Ça va se faire cet après-midi et c'est important parce qu'il y aura un impact à la fois sur les indices boursiers qui eux testent des résistances et sur les paires en dollars canadiens dont certaines testent des supports. Alors justement, je vais faire la transition avec l'US Oil et le Forex, mais avant tout, laissez-moi vous dire un mot à nouveau des métaux précieux. Pas de nouvelle stratégie pour moi sur le gold, à part celle dont je vous ai parlé hier pour viser 1255. On est toujours dans un gros range triangulaire, on n'en est pas sorti, on est sous résistance. 1255, 60, plus de stratégie. Le XAG USD, je vous ai invité ce matin à prendre vos bénéfices si vous faisiez partie des acheteurs de la divergence haussière cachée du 4 avril ou encore des acheteurs d'hier quand la résistance à 16,34 a été dépassée. Après, admettons que c'est haussier, qu'il n'y a aucune divergence baissière et que ça pourrait pousser vers 17,70 ou 18. Mais à un moment ou un autre, un pullback peut intervenir. Étant donné que le marché a de l'attrait aussi pour les matières premières industrielles, pourrait un peu pénaliser à court terme. Bon, après, je n'irai pas jusqu'à shorter, hein, c'est pas possible ça. Je n'irai pas jusqu'à adopter une stratégie de vente, mais à croire que ça pourrait temporiser, par exemple ici sur le gold. Peut-être revenir se poser sur cette ligne de tendance qui était vraiment propre. Vous êtes en données 4 heures, vous attrapez le plus bas du 1er avril ici en H4 sur le 15h-19h, ou encore le plus bas du 14 avril ici sur le 15h-19h, ce qui vous donne cette belle ligne de tendance haussière. Le gaz naturel, hier était sur support à 1,90 et maintenant sous résistance ici à 2,05, 2,06. Cette espèce de range ne me parle pas plus que ça, je n'ai pas de stratégie à vous proposer, hormis le fait que tant que le RSI journalier se maintient au-dessus de 50, et vous voyez qu'il fait un range entre 50 et 60, c'est plutôt la tendance haussière qui a le dessus. Alors maintenant, les taux de change, et on va parler du dollar canadien, parce qu'on vient de parler du pétrole. Alors justement cet après-midi il y aura de la volatilité probablement avec les stocks hebdomadaires de pétrole. Au moment où l'US Oil teste les 42 $, peut s'éjecter du range par le haut ou revenir sur 40, ça dépendra des stocks. C'est un chiffre suffisamment important pour créer une volatilité d'au moins 2 $. Alors que peut-il se passer sur le dollar canadien? On va commencer par l'USD CAD. Alors l'USD CAD poursuit son petit bonhomme de chemin baissier avec une toute première résistance qui est en fait le premier support qui a été cassé à 1,2750. Donc c'est la première résistance. Sous 1,2750, ça reste baissier. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, même en D1, de signaux d'achat. Après, il faut quand même avoir conscience que c'est un mouvement baissier hyper mature et que le niveau des 1,2560, 1,26 peut freiner, mais pour l'instant ne crée pas de rebond. Eurocad. Alors l'Eurocad est posé sur un support, mais il pourrait casser le support. Alors en données 4 heures, on peut avoir le sentiment qu'on a une espèce d'épaule tête-épaule de continuation. Autant vous dire que cela dépendra du prix du pétrole.
En cours de clôture, on est sous résistance, hein, sous un 45. Que peut-il se passer en réalité? Alors, en données journalières, c'est vrai que le chandelier, cette espèce de doji, le doji libellule du 18 avril, sacrément baissier. Depuis, on a fait une rouge. Bon, les perspectives, elles sont baissières, et c'est vrai que on pourrait aller chercher 1,42. Pourquoi pas? Mais pour aller chercher 1,42 sur le ROCAD, ce qui est complètement possible, surtout en pratiquant cette analyse technique journalière, il faut que cet après-midi, le prix du pétrole s'essaye à une cassure haussière des 42. Donc ce sera très lié au prix du pétrole. En intraday maintenant, en H4, je vous invite à étudier la moyenne mobile à 20 périodes sur l'horizon de temps 4 heures. Elle est plate, mais surtout elle forme une résistance. En l'état, tant que le marché se maintient en dessous, le risque est peut-être de voir les 1,44 brisés pour tendre vers les 1,42,20. Mais si le pétrole devait se maintenir sous 42, Eurocad peut maintenir un range 1,44, 1,45. Hein. Donc attention à ne pas anticiper la cassure du support. Toujours sur le CAD, le GBP CAD se stabilise. Je commence, et c'est le GBP USD qui me fait penser ça, à exclure les stratégies de vente du GBP. Alors, ça a été bien vendu, la livre sterling. Le GBP USD est en train de se réveiller. Il y a une modification aussi dans les positions spéculatives. La hausse récente du GBP USD est vendue. Il y a de plus en plus de discours pour faire prendre conscience aux citoyens anglais, britanniques, des risques économiques pour le Royaume-Uni. Et puis vous ajoutez à ça des précurseurs, ceux qui, les agressifs, peut-être des hedge funds, je ne sais pas, FX, qui pensent que c'est peut-être le moment de payer le sterling et puis vendre la veille du référendum pour une remontée. Bon, en tout cas, attention sur le GBP-CAD, il y a peut-être ici quelque chose qui serait une div. Ça a bien baissé. Je commence à croire que la dimension GBP du taux devrait quand même nous inviter à rester à l'écart. La UDCAD a réintégré son précédent range. Il n'y a pas grand chose à faire, à part considérer que ce niveau-là est un niveau de support, mais ça ne m'inspire pas plus que ça. Et enfin, le CAD yen, solide, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, le dollar canadien est solide, en lien avec le pétrole. D'autre part, les paires en yens remontent parce que autant que demain la BCE, les gens s'en fichent un peu, hein, on n'attend pas grand chose, enfin j'exagère. La Fed aussi, elle ne devrait pas monter ses taux, mais le 28 avril, la Banque centrale du Japon fait débat. Le CAD yen est recherché. Vous avez en données journalières une belle configuration, ce chandelier du 18 avril. Moi j'ai un sentiment technique, en plus le RSI D1 reprend les 50, c'est qu'on va remonter attaquer 87. Donc à court terme, j'aurais tendance à viser 87, pas au-delà, c'est un gros niveau, ensuite on verra. Mais ça peut remonter à 87. Le NZD USD, comme proposé ce matin, je suis acheteur sur retracement. Je prends la dernière jambe de hausse et je m'intéresse aux 50%. Et je vous ai expliqué que c'était 0,69 40, 0,69 50. Je laisse le RSI H4 se dégonfler et éventuellement je commence à jeter un coup d'œil au RSI H1. Dans l'idéal, il faudrait une divergence haussière H1. Donc, le NZD USD, il faut laisser le cours retracer. Honnêtement, un bon 0,6950, voire 40, avec une divergence haussière H1, ce serait idéal. Donc là, le timing n'est pas encore présent pour acheter le NZD USD qui retrace. Et on l'a étudié ce matin, le taux de change, depuis qu'il monte, depuis plusieurs semaines, ne fait que des retracements et pas des retracements à 20%. Il retrace 50, 61,8. Donc voilà, j'attends le retracement et notamment 69,50 et dans l'idéal une div H1. Donc patience. L'AUD toujours au contact des 0,78, sa hausse ralentit mais il ne lâche rien. Ayez conscience d'une chose, c'est qu'à 79, 79,50, vous avez une gigantesque. Mettez-vous en mensuel sur la UD-USD. Allez-y, vous pouvez le faire chez vous. Mettez-vous en mensuel et prenez les grosses lignes de tendance baissière depuis 2011. Vous allez voir où est-ce qu'elle passe. Elle passe à 0,80. En plus, c'est un prix dont parle la RBA. Donc, ça fait quand même beaucoup de choses. Donc, peut-être qu'il reste une accélération marginale d'une centaine de pips. Mais ça commence à... Il peut y avoir une rotation vers le NZD quand celui-ci aura fini son retracement. Donc je le surveille, je suis prêt
à tweeter ou à partager dans mes émissions un bon timing. Et là, j'attends comme proposé ce matin. Et le câble dans tout ça, étonnante force du GBP USD, étonnante oui et non, on a parlé tout à l'heure, ça a bien chuté, hein, on vient de 1,72, alors pas que le risque de Brexit, je dirais qu'entre 1,72 et 1,45 c'était la BOE, et je dirais que depuis les 1,55 et octobre dernier, c'est de plus en plus le Brexit. Donc on a une baisse d'environ, allez 1,45, environ 1700 pips, environ une baisse de 1700 pips, qui est du fait du Brexit. Si le marché commence à croire que ce scénario est moins probable, ça pourrait remonter, pas tout en haut, mais pourquoi pas envisager lors des prochaines semaines, ici, une remontée à 1,4668, 1,47. Alors après, on n'a pas encore donné le signal d'achat, hein. Vous constatez qu'on tape la ligne de tendance, mais il y a des choses nouvelles sur le GBP. Il y a le début de la hausse des positions short, c'est un peu comme le NZD-USD. Non, vous savez, là où ça a été incroyable, incroyable, j'exagère à peine, le Speculative Sentiment Index de FXM, c'est sur le GR30. Ça a été bluffant, encore mieux que l'euro-dollar à l'époque, je vais vous montrer. Alors, je vais retrouver ça, laissez-moi juste un peu de temps. Je fais un petit passage publicité, mais c'est vrai que c'est quand même un sacré guide lorsqu'on veut avoir un point de vue sur la force d'une tendance et sa capacité à durer un peu. Alors, je vais vous trouver les tout derniers chiffres du SSI, du DAX. Alors, qu'est-ce que j'ai à ma disposition? Alors, je les enregistre et je vous les montre. J'ai déjà celui du NZD que je vais vous montrer tout de suite. Ça a l'avantage de comparer la courbe avec les retail trade. Le GBP, il se passe quelque chose. Les retail open short positions croisent à la hausse les positions longues. Ça, c'est pas vu, c'est pas vu depuis un paquet de temps. Donc, c'est pour ça que je commence à être haussier sur le GBP, USD. Mais attention, hein, hyper volatile. Hein. Donc, si vous êtes intéressé par mon point de vue, attention à l'exposition. Et le DAX, il est où? Voilà, j'ai les toutes dernières du DAX. C'est parti, je vais vous les montrer. GR30, SSI. Ok, alors c'est parti. Donc le DAX, vous l'avez ici sous vos yeux, en données journalières, en données horaires, pardon. Donc c'est haussier, par contre ça commence à plafonner. Si on casse la MM 20 heures, va falloir arrêter. Je vous propose pas de trade, moi là. Non, ce que je vais vous montrer, c'est ça. Hop. Alors. GR30 SSI. Voilà. Donc on se concentre sur le mouvement récent du GR30. Ici, vous aviez la première jambe de hausse. Celle qui avait été faite début avril. Il n'y avait pas les positions longues et short, regardez, s'entrecroisaient. Donc, du point de vue de l'analyse contrarienne, il n'y avait pas de facteur haussier. Mais regardez depuis une semaine, forte hausse, des beaux chandeliers, et puis on est venu taper 10 004, mais surtout à la cassure haussière ici des 10 100. Regardez l'explosion des positions short et le croisement à la hausse avec les positions longues. Ok, ça c'est sur le DAX. Maintenant, gardez ça en tête et regardez le SSI du GBP USD. Donc je vous le montre. Ça c'est tout chaud, c'est les toutes dernières données. Alors, les positions longues et short du GBP USD étaient parfaitement linéaires depuis janvier dernier, quelle que soit la tendance. Et récemment, depuis, allez, lundi, il y a une hausse du câble. Et regardez, il y a un début et nous sommes pas loin d'un croisement entre les retail open short positions et les retail open long positions. En l'état, comme pour le GR30, un tel croisement serait un facteur haussier pour le câble. Alors, c'est pas fait, d'autant plus que je reviens donc sur le Forex. Le câble teste les 1,44 et forcément, si on dépasse 1,44, une clôture journalière à 1,44,40 par exemple, mais j'ai le sentiment qu'on peut pousser à 1,47.
Voilà, j'ai une approche technique là, et après je fais des suppositions fondamentales, donc ça reste volatile, ça reste ma pensée, hein. Mais voilà, il y a des nouveautés, donc moi généralement lorsque j'observe des nouveautés techniques, c'est que quelque chose se prépare. Donc j'éviterai d'adopter une stratégie de vente sous 1,44 sur le GBP. Alors imaginons que ça baisse et qu'on revienne sur les moyennes mobiles à 1,42 et qu'on perd 200 pips, vous allez me dire, bah alors je croyais qu'il fallait pas vendre à 1,44. Peut-être que c'est juste un retracement avant de retenter la cassure. En tout cas, je vois que le marché depuis plusieurs heures tape 1,44 et ne baisse pas. Bon, j'ai pas envie de vendre et 1,44. Euro-dollar, je vous expliquais ce matin donc que je me mettais en stand-by, j'ai défendu le rebond sur 1,1260, j'ai défendu de remonter à 1,1390, 1,14, bon on a fait 1,1387. De lundi, j'ai ouvert mon good morning euro-dollar en expliquant qu'il fallait day trader et swing trader avant la BCE. La BCE c'est demain, stand-by pour moi sur l'euro-dollar, mais réellement stand-by. Euh, pour quelle raison? Mais déjà parce que je pense à la gestion du risque. Euh, j'ai en tête le jeudi 10 mars et cette séance que ça a pu représenter du stress pour des traders en position ouverte. Surtout sur les indices boursiers, mais aussi sur l'euro-dollar. Je ne suis pas en train de dire demain qu'il y aura 400 points de vol. On n'attend rien demain de la BCE. Donc statu quo parfait, un discours préconçu, peut-être un copier-coller des dernières interventions. Donc il y aura probablement moins de volatilité. Mais malgré tout, le marché a souvent une mémoire à court terme. Quand les mois passent, on a tendance à oublier. Et le jeudi 10 mars, c'est très proche de nous, c'était il y a 6 semaines. Donc attention quand même demain, ne serait-ce que à un mouvement juste avant la BCE de personnes qui voudraient ne pas se mettre en risque. Donc moi là je dis tout est ouvert. Cette semaine, il va probablement se passer quelque chose sur l'euro-dollar, soit on bascule sous un 12,60 et on retombe, avec une banque centrale européenne qui a conscience de l'effet haussier qu'elle a eu sur l'euro et qu'elle souhaite corriger ça tout de suite. Soit au contraire, c'est finalement une BCE qui communique sur le succès de son action monétaire, qui se gargarise un peu, et dans ces cas-là, ça peut faire remonter l'euro, qui peut tenter de dépasser l'1,1450. Ce qui est certain, c'est que la clôture journalière, moi j'ai tendance à l'utiliser en swing trading. On brise à la hausse 1,1450, je ne vais pas viser 1,15, je vais vous proposer 1,17. On brise 1,1260 demain à la baisse, je ne vais pas vous proposer 1,1150. On va revenir à 1,10. Mais ça vaut le coup d'attendre. Bref. Donc voilà, non, je tenais vraiment à insister sur le GBP USD. D'ailleurs, reprenons les données du SSI. Ça fait 24 heures qu'on bloque sous 1,44. Et comme par hasard, explosion des positions short. Il y a actuellement beaucoup de retail traders. C'est pas péjoratif, hein, trader particulier, c'est vous, c'est moi, c'est nous tous, nous gérons notre épargne financière. C'est pas péjoratif. Mais beaucoup donc de traders qui gèrent leur propre épargne financière, qui sont en train de shorter 1,44. Et ça baisse pas. Donc ces capitaux qui rentrent en short sur le GBP USD ne font pas baisser le câble. Il y a probablement derrière une volonté de monter. 1,45 sur le câble cette semaine. Moi je vais défendre ce scénario, un petit 1,45 sur le câble. L'Eurocad. Alors l'Eurocad travaille et qui est en train de casser le support. Ça c'est probablement des anticipations de cassure haussière du pétrole. Belle stratégie, la vente de l'Eurocad. CAD toujours soutenu. Moi j'ai toujours pensé qu'il n'y avait aucune raison d'acheter une paire en CAD. Donc c'est-à-dire USD CAD baissier, Eurocad baissier, CAD yen haussier. CAD yen, attention c'est le yen, donc vous avez compris. Non, si tout à l'heure le pétrole casse 42, ce qu'on vise sur l'Eurocad, c'est 1,4250. Hein, c'est 1,4250, c'est ça quoi. C'est le prochain niveau. Donc c'est baissier, et peut-être épaule, tête, épaule de continuation, regardez. Épaule, tête, épaule de continuation. Drapeau de momentum H4, ouais non, c'est clairement baissier. Alors attendez, il y a du mouvement là, laissez-moi regarder le pétrole. Laissez-moi regarder le pétrole et ensuite on regarde l'USD CAD. Alors, le pétrole, oui, le pétrole remonte, attaque. Alors, le pétrole remonte vers 42 $.
avant les stocks. Ça commence à anticiper les stocks, c'est dans 3 quarts d'heure. Je vais revenir sur l'USD CAD. Alors l'euro CAD, hein, si on casse le support, comme c'est en train de faire, c'est clairement baissier. L'USD CAD, est-ce qu'on peut faire un 26 aujourd'hui? Je sais pas, ça va dépendre du pétrole, quoi. Allez, sur ce graphique de l'USD CAD, je ne vous laisse pas, je réponds à vos questions parce que je dois vous laisser dans 10 minutes pour le point de marché vague d'Elliott. Et comme je sais que vous adorez les vagues d'Elliott, je ne vais pas empiéter sur le sujet. Alors, pas d'eau. NZD-USD en route pour 69,50. Alors moi, je confirme ce que j'ai proposé ce matin. Je n'étais pas acheteur ce matin du NZD-USD. J'ai précisé un point d'entrée à 0,6940, 0,6950 et on y va. Et je pense qu'on peut y aller. Et quand on sera posé sur support avec une divergence haussière H1, je vous proposerai une stratégie. En fait, je vous la propose déjà. C'est la zone de prix qui m'intéresse. Vu que ça retrace beaucoup, il faut gérer son risque large, 100 points. Si ça vous paraît beaucoup, 100 points, ben, limitez le volume de la taille de la position. Et derrière, c'est pour viser 0,72, donc ça va, c'est 1 pour 3. NZD Yen, bah vous êtes bien Frédéric, NZD Yen, puisque le marché a rebondi sur une superbe ligne de tendance haussière hebdomadaire. Par contre, il faut que je la retrouve. Attendez, je vais la remontrer. Weekly chart. La voici. Regardez le NZD Yen. Superbe ligne de tendance haussière. Attention quand même, c'est du yen. Mais le NZD est fort. Oui, alors attention, il y a juste une chose. Il y a cette ligne de tendance, on peut la viser en D1. Vous avez acheté à combien? Vous avez acheté à 75. Ah, vous êtes en gain de 100 pips, donc là vous êtes serein. Ce que je vous propose, c'est de gérer votre risque sous le plus bas d'hier. Et je vous propose de viser, techniquement parlant, un 77,50. Voilà, 77,50 sur quelques séances. Et demain, votre stop win, vous pouvez le remonter sous le plus bas de la séance d'aujourd'hui. Il faut rester dans la dynamique. Si elle s'inverse, on la quitte. Alors le DAX, les 10 400, il ne va pas s'en affranchir aujourd'hui, hein. C'est comme le CAC 4580. Il va peut-être même rester longtemps en dessous, hein. C'est un gros niveau, donc attention, les graphiques weekly permettent de fixer des objectifs sur quelques semaines, donc on peut rester sur 10 000, on peut faire un pullback à 10 100, 10 000, 10 100. Si on fait un tel pullback, ça se paye. Pour l'instant, on a un intraday, c'est un petit range. Euro GBP, vous avez raison. Et comme expliqué lundi, je ne suis plus à l'achat, c'est fini. Euro GBP, j'ai arrêté la stratégie moyen terme, proposé à 75, je l'ai quitté à 79, ça fait 400 points. Alors façon de parler, hein, c'est une stratégie moyen terme analytique, moi-même avec mon compte réel, alors, dont je vais vous parler la semaine prochaine en conférence en ligne, hein. Je vais vous présenter les chiffres réels de mon activité de swing trading. Mais je n'ai pas eu l'euro GBP à moyen terme, j'avais manqué le niveau. Mais en tout cas, pour ceux qui l'ont eu, il faut sortir. Et justement, c'est aussi l'euro GBP qui me fait penser qu'il y a quelque chose qui se passe sur le sterling. Donc je préfère ne pas vendre la livre sterling. Voilà. Donc euro GBP, ça va baisser à court terme. J'ai pas de stratégie à vous proposer. Alors, les indices, j'y reviens. On bascule de disposition graphique. Le DAX toujours aussi fort. Alors si c'est un drapeau de momentum H1, attention la hausse. Mais je m'emballe pas. J'utilise MM 20 heures. Au-dessus de MM 20 heures, gardez le cap. Regardez les propres, mettez-vous en H1. Et si on casse, arrêtez. Et prenez vos bénéfices et regardez demain la BCE. SP500, question de Michel. SP500, dégringolade ou retracement? Ni l'un ni l'autre. Poursuite de la hausse marginale. À savoir, chaque jour on grappille quelques petits points. Allez, jusqu'à 2115, 2116.
Et là, on va se détendre. C'est pas loin des sommets historiques, c'est une résistance horizontale. 2115, 2116, chaque jour c'est l'actualité des entreprises américaines qui poussent un peu le marché. On a American Express ce soir, si American Express c'est bon, ça va un peu pousser demain Wall Street. Bon, en début de semaine, il y a William Dudley, hein, en début de semaine de la fête de New York, qui a dit, voilà, on ne montera pas les taux à court terme. Wall Street, les marchés actions adorent quand la Fed ne monte pas ses taux. Voilà, on peut tout dire. Qu'est-ce qui a fait baisser le SP500 de mi-décembre à début février? Rappelez-vous la date du relèvement des taux de la Fed. C'était quand? C'était le 18 décembre 2015. Prenez le SP500, regardez le point haut, bah, c'était autour du 20 décembre. Donc si les investisseurs américains ont vendu le SP500 sur 300 points, c'était la Fed. Et s'ils se sont mis à payer sur 1800 points, c'est qu'à ce moment-là, lorsque le marché était sur 1800 points, la Fed a complètement changé son approche en disant voilà non, attention on est data dependent, puis on a vu des mots comme Chine, pétrole apparaître dans les communiqués de presse, ce qui n'était pas le cas avant. Et alors là derrière, forcément, j'ai regardé encore une fois les probabilités implicites d'action de la Fed, donc la semaine prochaine, c'est 0%. Donc c'est pour ça au fond que demain, c'est pareil, demain la probabilité de voir la BCE adopter un taux de refinancement négatif, c'est, j'ai vu, 3-4%. Elle va pas baisser ses taux demain, la BCE, en tout cas le refinancement, alors que le 10 mars dernier, Mario Draghi a dit qu'on n'aurait pas de taux de refinancement négatif. Puis elle ne peut pas 6 semaines après le faire, sinon on ne comprend plus rien. Si le marché ne comprend plus rien, ça coûte. Là, pour le coup, on dégringole. Euro-dollar vient de casser un pivot. Est-ce que ça va dégringoler? Beaucoup de questions sur l'euro-dollar. Alors, moi, je me suis mis en stand-by. Vous allez me dire, mais c'est facile. Vous mettez en stand-by, vous exprimez pas. Oui, je me mets en stand-by. 1,1260, 1,1387. Il n'y a pas vraiment de vol. Je vais me mettre en H1, je vais quand même mettre en H1, voilà. C'est vrai qu'on a un chandelier H1 qui est baissier, ça fait en intraday double top à 1,1385, divergence baissière intraday, ouais ça va baisser, 1,1340, on va revenir sur 1,1326, 1,1320, mais demain on sera à 1,13 juste avant la BCE, ou autour d'un 1,1320, 1,1330, et ensuite on va attendre la BCE. Donc au final l'euro-dollar, depuis début du mois d'avril, il s'est mis en range entre deux énormes niveaux. 1,1260. Alors 1,1260, le support weekly, et 1,1450, la résistance extrême. Et clairement, tous les scénarios sont avec des trajectoires rigoureusement opposées. Les baissiers consensuels, euro-dollar, la parité, voire 0,90, 1,1450 ne passera jamais. Ça, c'est les baissiers consensuels. Et puis ceux qui pensent que le dollar US peut encore un peu baisser, avec finalement des stats US décevantes ces dernières semaines, un dollar US un peu sous pression encore, et une BCE sous tutelle allemande qui, elle aussi, a plutôt une approche optimiste pour l'économie européenne, et ça vous fait un euro-dollar à 1,17. Moi, j'ai pas la réponse, c'est hyper incertain. Euh, Ce que je peux vous dire, c'est que si demain, à la clôture de la session US, l'eurodoll clôture à 1,1490 ou 1,15, je vise 1,17. Et si demain, à la clôture de la session US, on clôture à 1,1250, je vise 1,10. Mais ce sera des vrais. Et je tenterai à ce moment-là de vous proposer une stratégie. Là, si je vous propose une stratégie sur l'eurodoll entre 1,1260 et 1,1450, ce serait pas sérieux à la fois du point de vue de ma conviction, et surtout je ne saurais pas comment gérer le risque. À 1,1338, je ne sais pas comment gérer le risque là en day trading sur l'euro-dollar. Donc c'est la base, c'est la base du trading. Donc voilà. Alors Michel, par pitié, personne ne sait me répondre. Comment faire disparaître les étiquettes d'ordre sans les lignes d'ordre et qu'elles ne reviennent pas lorsqu'on change d'unité de temps? Même au tel, ils me disent qu'ils ne savent pas. Alors comment faire disparaître les étiquettes d'ordre? alors, alors déjà, pour les indicateurs, vous avez affiché la légende.
Regardez ici, je fais un clic droit, je afficher la légende, j'enlève, ça nettoie le graphique. Maintenant les étiquettes d'ordre, vous allez dans probablement information de trading, faire apparaître les ordres de marché, faire apparaître les ordres conditionnels, montrer l'historique de trading. Euh, Qu'est-ce que vous entendez? Montez-moi éventuellement, je comprends pas bien votre question. Les étiquettes d'ordre. Euh, je comprends pas bien en fait votre question. Option des alertes de prix. Essayez de... Si vous pouvez juste me donner un peu plus de détails sur votre question s'il vous plaît. USD Yen. Alors l'USD Yen, je vais me mettre en H4. L'USD Yen s'installe en range. 107,66, 109, 80. Peut-il monter à 109,65? Oui, il le peut tout à fait, mais comme il ne peut pas le faire, euh, j'ai pas là d'éléments techniques qui me donnent une réponse. J'ai un range qui peut-être un triangle. On a fait 7 semaines de range sur le SD Yen, puis 2 semaines directionnelles et on est à nouveau en range. Il y a la BOJ la semaine dernière. La semaine prochaine, si la BOJ la semaine prochaine annonce des choses du type monnaie hélicoptère, quelque chose qui amène à une énorme création monétaire, l'USD Yen prend 500 points de hausse. Hein, monte à 116 d'un coup, voire pire. Mais si elle annonce rien, il y a tellement d'attentes que si elle annonce rien, la BOJ, on coule à 105. Et c'est tellement incertain que je mettrais moi personnellement jamais mon compte de trading en risque sur un tel scénario. Maintenant, est-ce qu'on peut remonter à 109,65? Alors, je vais aller voir en H1. Il n'y a pas de div, c'est plutôt bien orienté. Le marché forme un support ici à 108,80. Là, on tape la ligne de tendance. C'est possible, c'est... Oui, j'aurais tendance à vous proposer qu'on remonte à 109,50. Mais bon, là c'est incertain, mais par rapport, on a repris 50 sur le H1 RSI, il y a une dynamique positive, on tape une trendline mais il n'y a pas de rejet, oui c'est possible. C'est un scénario possible. Ça vend quand même un peu d'euros, hein, ça vend de l'euro là quand même. Hein. Euro 4 qui casse un support, Euro GBP, Eurodoll qui replie un peu. Voilà, ça vend un peu d'euros. Mais je pense aussi que vous avez des prises de bénéfices. Puis le marché, et certains traders ne veulent pas rester dans le marché parce qu'ils se souviennent tous du jeudi 10 mars. Enfin, moi le Rodol là c'est pas de stratégie, hein, c'est fini. J'attends maintenant. Alors, question de visiteur, est-ce que les indices peuvent monter avec un Eurodol qui monte à 1,17? Alors, prenez les indices boursiers européens depuis début février. Prenez le CAC depuis début février. Il est passé de 3900 points à 4600. Prenez l'euro-dollar depuis février, il est passé de 1,08 à 1,15. Donc au final, l'euro-dollar a fait 700 points et le CAC a gagné 700 points. Est-ce que l'euro-dollar et le CAC peuvent monter ensemble? Empiriquement, la réponse est oui, hein, parce que c'est ce qui s'est passé. Statut S. Vente existante conforme aux attentes. Statistiques américaines. Alors, commentaire achat stop limit. Je sais les faire disparaître, mais elles reviennent chaque fois que je change d'unité de temps. Ah non, normalement, vous dites que vous êtes là, information de trading, vous décochez tout ça, et quand vous changez d'unité de temps, ça revient, vous me dites? Ça c'est bizarre. Normalement, lorsque vous décochez ici, montrer information de trading, et que vous décochez les trois, ça impacte tous les horizons de temps. C'est ça moi qui m'étonne. Ça impacte tous les horizons de temps. Éventuellement, chaîner vos graphiques. Vous savez, vous avez un petit bouton chaînage pour faire en sorte que tout soit bien, mais c'est pas lié à l'horizon de temps.
Ça m'étonne quand même. Je vais regarder, mais vous me dites que personne n'a pu vous répondre au service client. Ah, je sais pas quoi vous dire. Parce que moi je sais que si je décoche les informations de trading, je peux changer d'horizon de temps, tout se passe bien quoi. Bon, là il faudrait que je puisse en fait tester sur votre compte quoi, mais je peux pas faire ça. Donc éventuellement recontactez-nous et la personne du service client va peut-être tenter de regarder directement sur votre compte ce qui se passe, mais je trouve ça bizarre. Il n'y a pas de raison en fait que ça se passe comme ça. Alors regardez, hein, il y a le GBP USD est bluffant. Regardez en D1, il n'y a pas de rejet, hein, ça veut y aller. Ça veut casser un 44. On verra. Là on a une correction en plus en 3 temps, 1, 2, 3. Ça peut nous emmener où sur le NZD USD? Je travaille, j'essaie de trouver l'amplitude du retracement. Ouais, ça peut nous emmener sur... ouais, c'est ça. Bon. Moi de toute façon je vais mettre en H1. J'attends une div, une stabilisation. 69,50 ce sera pas mal. 69,50, stop sous 68,50, target 72. Moi, vous savez, j'ai le sentiment que l'euro-dollar va se maintenir au-dessus des 1,1320 d'ici demain, peut-être. On verra bien. Alors, les indices, on y retourne. Oula, je dois céder la parole. C'est le point de marché vague d'Elliott. Je suis en retard, j'ai pris 5 minutes. Désolé. Merci d'avoir été attentif et à bientôt sur DailyFX.fr.